Oui, je vais essayer d'être interactif. En fait, je vais vous faire travailler vous et réfléchir vous. Peut-être, bon, d'abord, alors Alexandre Raymond, je suis un généticien, je travaille en génétique humaine et je travaille sur des maladies rares, donc des variants qui ont un grand effet sur le phénotype. Mais peut-être j'aimerais aussi savoir à qui j'ai affaire. Est-ce qu'il y a des futurs ingénieurs parmi vous? Voilà, et puis des futurs, des futurs bacheliers. Non, vous êtes en master, donc des futurs masters d'autres disciplines ici à l'UNIL. OK. Parce que j'ai rajouté quelques dias pour vous poser des questions à vous, les futurs ingénieurs. Voilà. Alors, notre héritage génétique, pour le meilleur et pour le pire. Et puis, je vais essayer d'illustrer les deux facettes de cette pièce. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, je vais vous poser des questions. Donc, peut-être c'est mieux si ça vient de vous. Alors, je travaille juste, au fait, c'est un des derniers bâtiments avant les bâtiments des PFL, juste à côté du bâtiment de chimie. Hein. Je travaille au centre de génomique intégrative. J'ai tellement l'habitude de le dire en anglais que voilà. Et puis en fait, mon titre, on peut aussi le séparer, le dire de manière différente. En fait, ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est le séquençage du génome humain. Et puis, comment ça peut nous aider à comprendre d'où on vient, hein, histoire de l'humanité. Et j'aurai un deuxième chapitre sur ce, hein, pour le mieux, sur ce sujet-là. Et puis, on va parler des maladies génétiques. Et puis ça, c'est plutôt ce qui m'occupe, moi et mon laboratoire, tous les jours. Hein? Donc, il y aura des choses très simples, peut-être beaucoup trop simples. Ce n'est pas grave, on va aller vite si jamais, mais c'est juste pour placer les différents éléments, ou replacer les différents éléments. Donc, on va parler du génome, on va parler de maladies génétiques, et puis de l'histoire de l'homme. Et puis, peut-être revenir un peu en arrière. Quand on est un généticien, on n'a qu'un seul but. Il est parfois difficile, mais le seul but qu'on a, c'est d'essayer de mettre en association, en corrélation, une position sur l'encyclopédie de la vie, sur notre génome, et en trait. Hein? Qu'est-ce qui explique que ce petit garçon, il a un maillot qui a des lignes verticales et horizontales? Et en fait, non seulement c'est de mettre cette association, mais d'essayer de comprendre quel variant sur notre génome cause en fait ce trait, ce phénotype-là. Alors, s'il y a une chose que Covid a révélé, amené de positif, c'est que maintenant tout le monde comprend ce que c'est une notion de variant. Hein? Parce que variant et mutation, c'est la même chose, mais dans le grand public, le mot mutation avait une connotation négative, hein, que ça porte quelque chose de négatif. Alors que j'ai dit que c'était pour le meilleur et pour le pire, il y a des mutations qui sont positives. Alors le terme de variant, lui, il n'a aucune connotation. Il veut simplement dire que c'est un endroit de nos génomes où votre voisin ou votre voisine sont différents de vous. Donc le génome, encore une fois, on va utiliser une métaphore très simple que j'ai déjà utilisée, que j'ai déjà signalée. Qu'est-ce que notre génome? Hein, c'est une sorte d'encyclopédie de la vie. Hein? C'est un livre qui donne toutes les informations nécessaires. Et puis, les volumes sont les chromosomes. Il y a 24 tomes. Et puis, ils viennent toujours chez nous, de chaque cellule, ils viennent presque tous en paire. Hein? Il y a une paire de chromosomes 1, il y a une paire de chromosomes 2, une paire de chromosomes 3, une paire de chromosomes 21, une paire de chromosomes 22. Et puis, bien sûr, les filles dans cette salle, les filles dans cette salle auront 2 chromosomes X, et les garçons, un chromosome X et un Y. Et pourquoi, je vais revenir, pourquoi 2 copies? Hein, imaginez, on a chaque fois dans nos cellules 2 encyclopédies de la vie. Une, hein, vous êtes réunis, c'est un partenariat. Il y a une encyclopédie universaliste qui est venue de mon côté, puis une autre qui est venue de ma femme. Hein, elles sont liées, elles sont différentes années, donc elles ont des reliures différentes, une verte
et une jaune. Et puis, c'est le matériel génétique qui est en fait de votre lignée parentale, paternelle, et de votre lignée parentale maternelle. Voilà. Maladie génétique. Alors, avant d'aller là, on va parler de pourquoi la diversité, pourquoi on est tous si différents. Hein? Et puis, si on revient au karyotype que je vous ai montré avant, le karyotype, c'est l'image de tous les chromosomes bloqués en métaphase, hein, ces beaux chromosomes avec ces bandes claires et foncées qu'on se représente. Et puis, là, c'est une cellule avec pas 23 paires, mais avec 3 paires. Et puis, vous voyez que quand on va préparer des gamètes, vous et moi, on va faire une répartition aléatoire d'un membre de la paire 1, d'un membre de la paire 2 et d'un membre de la paire 3. Alors, pour vous le représenter différemment, hein, votre lignée maternelle et votre lignée paternelle, votre mère a 22 chromosomes autosomes bleus, 22 jaunes, et puis 2 X, un bleu et un jaune. Il y a aussi un set paternel. Et puis, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Qui a des frères et sœurs? Voilà. Donc, si ça c'est vous, hein, vous avez peut-être hérité le chromosome, la version verte du chromosome paternel, et puis la version rouge du chromosome 3 paternel, et puis la même chose de votre maman. Hein? Et puis ça, c'est de manière aléatoire. Donc, votre frère ou votre sœur, le deuxième enfant, va lui ou elle avoir reçu un autre set de chromosomes. Et puis, hein, l'assortiment, il est de 2 puissance 23 fois 2 puissance 23. Et en fait, il est en fait encore plus compliqué parce que, au lieu simplement de votre père et votre mère de vous donner un de leurs chromosomes 1, ils vont mélanger leurs 2 chromosomes 1. Ils vont donner un chromosome 1 qui aura, pour votre mère, il y aura une partie qui est bleue et une partie qui est jaune. Donc, chacun d'entre nous, on sera absolument unique. On est tous liés génétiquement, mais on est tous uniques. Parce que ce chromosome 1, moitié bleu et moitié jaune, il n'a jamais été vu avant. OK? On parle de recombinaison. Donc, les 2 fois 23 fois 2 fois 20, puissance 20, pardon, 2 puissance 23 fois 2 puissance 23, c'est en fait une mesure conservatrice. Et puis, je parlais d'erreurs et de maladies génétiques. Donc, une première erreur qui peut se passer, c'est quand on répartit ces chromosomes. Au lieu d'avoir un chromosome 21, je vais prendre cet exemple parce qu'il est concret, venant du père, et un chromosome 21 de la mère, parfois, il y en a 2 qui vont venir, et puis ça va donner un karyotype, ce type-là. Si je zoome, hein, au lieu d'avoir 2 chromosomes 21, cette personne en a 3, et puis ça, c'est des gens que vous arrivez à reconnaître dans la rue. Hein? C'est des personnes qui ont un syndrome de Down, qui ont une trisomie 21. Alors, la chose qui est remarquable, c'est que vous êtes plus similaires à vos frères et sœurs qu'au reste de la population. Dans ce cas-là, de rajouter un chromosome 21 fait que les enfants et les individus qui sont porteurs d'une trisomie 21, ils sont plus similaires entre eux. Donc, vous voyez que ce surplus d'informations tout à fait correctes va faire quelque chose qui fait qu'ils se ressemblent plus entre eux qu'ils ressemblent à leurs frères et sœurs. C'est pour ça que vous les reconnaîtrez dans la rue. C'est aussi parce que c'est une maladie génétique qui est assez fréquente. Donc, vous allez rencontrer ces personnes. Et puis, après, donc ça, c'est une maladie génétique où c'est un grand morceau. C'est une grande erreur génétique. Hein? Il y a tout un chromosome en plus. Mais il y a maintenant 25 ans, on a commencé à séquencer le génome et il était terminé en 2001. Et puis, depuis lors, hein,
On a séquencé un deuxième, un troisième, un quatrième, des milliers, maintenant des millions de génomes. Et puis, on s'est plus, en fait, commencé à cataloguer les différences dont je parlais, les variants qui sont dans les différentes populations et dans des familles spécifiques. Et puis, pourquoi on a fait ça? Parce que le but, c'est un but purement médical au départ. Hein? Et puis si là, je vous mets la liste le top 10 de ce qui va nous rattraper et faire qu'on décède, maladie cardiaque, maladie cérébrovasculaire, infection, diarrhée, rougeole, accident de la route, différents cancers, qu'est-ce que ces pathologies, ou voyez, accident de la route, ce n'est pas vraiment une pathologie, mais qu'est-ce que ces top 10 des killers ont tous en commun? Est-ce que vous pouvez me dire ça? Ou est-ce qu'il y a des sous-groupes? Oui. Qu'est-ce qui ne dépend pas de la génétique là-dedans? Alors, je vais vous dire exactement le contraire. Ils ont tous une part génétique, même les accidents de la route. Imaginez-vous qu'une partie de la population est capable d'être attentif pendant 2 heures, mais après, cette attention diminue. Ces personnes-là auront plus d'accidents de la route. Et en fait, si on revient, ils ont tous en fait une composante génétique. Même les infections respiratoires, parce que certains d'entre nous, Covid, hein, pour revenir à quelque chose qui nous a occupés ces dernières années, certains d'entre nous ont été infectés et c'était quelque chose de très bénin, et d'autres c'était très sévère. Donc ça, c'est une part génétique. Hein? Donc, pour revenir, hein, tout a une composante génétique. Quelle est l'autre composante si ce n'est pas génétique? Alors l'infection, oui, mais l'infection, ça serait environnemental. Mais en fait, toutes les pathologies ont une composante génétique et une composante environnementale. Alors, vous avez parlé d'infection, je vais y revenir. Alors, il y a des maladies qui sont purement génétiques, et donc là où la part génétique est très grande, la part environnementale est faible, mais ça va peut-être faire que la maladie est plus ou moins sévère. Et puis à l'autre extrême, il y a par exemple justement AIDS, SIDA, où la part environnementale est très importante, puis la part génétique est très faible. Hein? Si vous vivez seul sur une île, que vous ne rencontrez jamais personne, vous ne serez jamais infecté par le sida. Hein? Si on va à l'extrême. Mais il y a quand même une petite part génétique. Vous savez pourquoi? Je vais peut-être vous mettre sur la voie. Est-ce que vous avez entendu parler des 2 petites filles clonées en Chine? Et puis après, ils ont édité leur génome. Quelle est l'édition qui a été faite? Quelle est la correction, entre guillemets? On a fait une mutation qu'on a trouvée chez les péripatéticiennes sud-africaines qui sont hautement à risque par leur environnement et leur travail, mais malgré tout, elles n'étaient pas infectées. Hein? Donc, il y a aussi une part génétique. Et puis, pour la plupart des pathologies, on est au milieu. Diabète type 2, il y a une part génétique et il y a une part environnementale. Hein? Vous le savez, vous pouvez être à risque génétiquement d'avoir un diabète type 2, mais si vous êtes un sportif ou une sportive, que vous mangez sainement, peut-être ce diabète type 2 ne va jamais se révéler. Hein? Comment est-ce qu'on mesure la part génétique et la part de l'environnement? Comment on peut faire ça? Comment on peut savoir si on est plutôt là, en 50-50, ou plutôt là? Oui. Alors voilà, ça c'est une possibilité.
il y a plus simple. C'est juste, hein? Mais il y a plus simple. Est-ce qu'il y a des gens, je vous ai dit, on est tous différents. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait différents génétiquement? Oui, les jumeaux. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier génétiquement, les jumeaux? Attendez, vous êtes, allez-y. Ils ont le même patrimoine génétique. C'est ce que vous vouliez. Alors, est-ce qu'ils ont tous le même patrimoine génétique? Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un jumeau ou une jumelle dans la salle? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des jumeaux? Est-ce qu'ils sont tous les mêmes? OK. Est-ce que vous avez entendu? Ça dépend, c'est des vrais jumeaux. Hein? On parle de jumeaux monozygotiques qui viennent d'un seul zygote. Donc, c'est un spermatozoïde et un oocyte. Hein? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on va peut-être passer aux autres. S'il y a des monozygotes, les autres sont des dizygotes, ce qu'on appelle les faux jumeaux. Et puis là, ça peut être même un garçon et une fille. Qu'est-ce qui s'est passé biologiquement pour avoir des jumeaux dizygotes, des faux jumeaux? Voilà. Certaines femmes, normalement, il y a une ovulation, c'est un ovaire à un cycle, et puis une ovulation de l'autre ovaire au cycle suivant, et ainsi de suite. Mais certaines personnes, certaines femmes, ont une double ovulation à tous les cycles. Et puis donc, c'est deux oocytes, deux spermatozoïdes qui vont féconder l'un ou l'autre des oocytes, et puis c'est simplement deux frères et sœurs. Les faux jumeaux, c'est deux frères et sœurs qui ont grandi dans le même environnement, parce qu'ils ont été conçus au même moment, ils ont une vue fœtale en parallèle, et puis après, ils grandissent de la même manière. Alors ça, c'est les dizygotiques, les faux jumeaux. Puis les monozygotiques, vous êtes, excusez-moi, je reviens vers vous. Vous êtes où? De quel côté? Monozygotique. Ah, dizygotique, pardon. Donc, et les jumeaux monozygotiques, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Voilà. Hein? On a une fécondation. On est à une cellule, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16, 32. Puis il suffit qu'il y ait une ou deux ou trois cellules de ce bloc de amas qui se séparent, peut-être par un choc, hein? Ça on ne comprend pas très bien. Ces cellules, elles sont ce qu'on appelle totipotentes. Alors vous comprenez assez facilement, ça veut dire qu'elles ont toute puissance. Donc, les 3 cellules et les 29, les deux peuvent être capables de créer un enfant tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce premier amas de cellules et ce deuxième amas de cellules, génétiquement, c'est les mêmes. Ils sont identiques. Alors là, ce n'est plus des frères et sœurs, c'est des clones. Alors si les premiers, c'est comme des frères et sœurs, à part qu'ils ont grandi dans le même environnement, ils ont 50% de leur matériel génétique qui est le même. Le deuxième groupe, les monozygotiques, ils ont 100%. Et en plus, ils ont grandi dans le même environnement. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir quelle est la part de génétique et la part d'environnement. Parce que si on prend ces deux types de jumeaux, et puis on se dit, si le premier membre de la paire a diabète type 2, quelle est la fraction du deuxième membre de la paire qui est diabète type 2? Et puis si on fait ça chez les monozygotiques et chez les dizygotiques, sachant qu'ils ont 100% ou 50% de génétique identique, on arrive à savoir si c'est une grosse part environnementale ou une petite part environnementale, une grosse part génétique, une petite part génétique. OK? Alors, peut-être aussi pourquoi on est là ou pourquoi j'ai un job, c'est parce que ces maladies génétiques, avant j'ai dit tout ce qui allait nous rattraper au cours de notre vie à une cause génétique, mais les maladies génétiques, elles sont aussi elles sont très fréquentes. Hein? Des maladies génétiques rares, c'est à peu près 1% des naissances. C'est à peu près un individu sur 20 qui a une composante génétique au cours de sa vie. Et puis, c'est
c'est à peu près un peu plus que 2% d'entre nous qui ont un morceau ou une page de cette encyclopédie de la vie qui a été arrachée, qui manque, ou qui est en trop, qui a été dupliquée. Voilà. Alors pour revenir, ça c'est le dogme de la biologie, hein. C'est que ce génome, cette molécule d'ADN, elle contient les informations. Elle est recopiée, cette information, c'est l'ARN, c'est les plans. Et puis, ces plans donnent les informations pour créer des protéines. Et puis, ces protéines, c'est les outils de la vie. Hein? C'est pour réaliser ces outils. Et puis, la mutation ou les variants dont on parlait tout à l'heure, ils vont faire que, en fait, la protéine qui va être produite, soit elle va manquer, soit elle n'aura pas tout à fait la bonne activité, ou plus d'activité, ou trop d'activité. Hein, puis on va parler de certains exemples à ce niveau-là. Alors voilà, un des exemples, je l'ai déjà cité, la mucoviscidose. Et puis je vais vous parler de, en fait, là, pour un moment, ce qu'on fait vraiment dans le labo. Alors, normalement, un diagnostic clinique, c'est le suivant. Il y a une famille avec, ils ont un petit garçon et une petite fille. Le petit garçon a une pathologie, donc ils vont consulter au conseil génétique. Et puis, le conseiller génétique, mon collègue, il va essayer de voir si c'est une pathologie, un syndrome qu'il a déjà vu, hein, et qui a été décrit dans la littérature. Si c'est le cas, il va revenir vers cette famille et puis il va essayer de trouver le diagnostic, faire un diagnostic moléculaire et puis confirmer ce qu'il pensait. Alors, mon labo, on intervient quand justement il n'a pas de réponse. Il ne sait pas. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et à ce moment-là, hein, c'est là on passe d'un diagnostic à quelque chose qui est de la recherche fondamentale. Nous, on va essayer justement d'aller regarder l'ADN de cet enfant de manière à, si on boucle notre travail, on va jusqu'au bout, de pouvoir revenir et pouvoir donner une réponse au clinicien pour qu'il puisse la transmettre à la famille. Alors, on va faire ça ensemble. Alors, la première chose, où est-ce qu'on aura de l'ADN? Oui. Oui, alors, hein, vous avez tous vu CSI, hein, soit frottis buccal, soit des traces forensiques, voilà. Ou une prise de sang. On prépare de l'ADN. On va séquencer cet ADN. Donc, on va lire, en fait, cette encyclopédie de la vie. OK? Hein, donc, imaginez-vous cette encyclopédie de la vie, un manuel pour une construction Lego. Et puis, en fait, on a un petit, actuellement, maintenant c'est en train de changer, mais on a un petit, on simplifie la vie. Au lieu de regarder tout le génome, on regarde la partie du génome. En fait, au lieu de regarder tout le génome, on regarde seulement la partie du génome qui s'appelle l'exome. Ça, c'est un nom un peu barbare, mais c'est les parties des gènes. Hein, puis je vous ai dit tout à l'heure que les gènes, en fait, sont transcrits en ARN, et puis c'est la marche à suivre pour créer les protéines. Et puis la plupart c'est pas toujours vrai, mais la plupart des mutations qui causent des maladies génétiques vont se retrouver dans les gènes. Alors on regarde que les gènes, en fait. En tout cas, aux premières approches. Donc on séquence tous les membres de la famille, hein, papa, maman, la petite sœur et l'enfant affecté. Et puis, on a aussi justement des références mondiales. Alors, d'abord, il faut identifier les variants. Alors, on va le faire ensemble. Alors, imaginez-vous ce texte, hein, avec justement les parties de ces gènes, c'est ces exons, ici la boîte bleue, la verte, la rouge, la rose, rouge, etc. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on séquence, et puis on va essayer d'aligner, on va essayer de voir d'où vient ce fragment sur notre référence. On a un génome de référence. Puis on essaie de les aligner.
Si tout s'est bien passé, ça sera surtout sur ce qu'on a essayé d'identifier, c'est les parties de gènes, c'est ces exons. Et puis, à ce moment-là, on doit justement essayer de déterminer les variants. Hein? Alors, ce qui va se passer, c'est ça. Vous alignez sur votre référence, vous avez plusieurs séquences, vous les alignez, puis elles s'alignent. Alors, il y en a qui s'alignent parfaitement, puis vous voyez que de temps en temps, il y en a qui ne s'alignent pas tout à fait. Elles s'alignent, mais il y a un changement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous aider. Déjà, en fait, bien qu'on ne sache pas quelle séquence vient de votre chromosome paternel et quelle séquence vient de votre chromosome maternel, c'est en fait une partie des séquences viennent de votre chromosome maternel et puis une partie des séquences viennent de votre chromosome paternel. Mais ça ne m'explique pas pourquoi il y a des séquences qui ne sont pas tout à fait correctes par rapport à la référence. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. OK. Alors, les deux choses sont la même chose. Hein? Alors oui, c'est parce que vous, si je prends une prise de sang, je fais votre génome, vous, comme j'ai dit, on est tous liés. On est tous parents. Alors, vous ressemblez à la référence. Mais j'ai aussi dit que vous êtes unique. Donc, vous n'allez pas être partout comme la référence. Hein? Ça veut dire que, dans ce cas-là, vous avez hérité un G de votre mère, un G de votre père à cette position, alors que la référence, elle avait un A. Hein? Ça, c'est un variant par rapport à la référence. OK? Et puis après, il y a d'autres cas. Vous voyez que vous avez hérité de votre père un C comme la référence, mais votre mère un T qui est différent. OK? Puis c'est comme ça qu'on va compter les variants. Hein? On a un variant hétérozygote. Hein? Il n'est pas le même sur les deux allèles. Les allèles, c'est justement ce chromosome maternel et ce chromosome paternel. Et puis ici, ben, il est homozygote, il est le même. Il est le même que ça vienne de le chromosome qui vient de votre lignée maternelle que celui de votre lignée paternelle. Le problème, c'est que ça, ce n'est pas la réalité de ce qu'on va faire. OK? Parce qu'en général, déjà, on ne sait pas ce qui est rose et ce qui est bleu, ce qui vient d'un chromosome maternel et ce qui vient d'un chromosome paternel. Et puis, ici, je vous ai mis un vrai 50-50. Il y a 3 fois C, puis il y a 3 fois T. En fait, la réalité du terrain, c'est qu'on va se retrouver avec des choses comme ça. Ici, vous voyez que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séquences qui viennent de cet endroit. Vous avez 5 fois A, et 2 fois G. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que de temps en temps, est-ce que vous tirez à pile ou face? Vous dites oui. Si vous le faites 10 fois, il va se passer quoi? Ça va être 5-5? Peut-être si vous le faites, ça va être 5-5. Si moi je le fais, ce sera 6-4. Si vous le faites, ce sera 4-6. Si vous le faites, ce sera peut-être 0-10. OK? Si c'est 0-10, mais vous savez pertinemment qu'il y a quand même un pile et une face qui sont différents, comment vous faites pour savoir qu'il y a vraiment de pile et face? Vous allez faire quoi? Vous allez retirer encore une fois 10 fois. Hein? Donc c'est là que vous voyez que plus on va séquencer,
plus on est sûr qu'on aura vu l'allèle maternel et l'allèle paternel. Là, c'est simplement, c'est du hasard. On a tiré des séquences. De temps en temps, elles sont venues d'un des parents et puis un peu moins souvent de l'autre parent. Vous comprenez bien que si au lieu de faire 10, on fait 20 ou bien on fait 100, on a plus de chances d'avoir vu tous les endroits et puis les deux allèles, l'allèle maternel et l'allèle paternel. Il y a une autre problématique. Hein, il y a pas mal de futurs ingénieurs. Si je reviens là, vous voulez séquencer toutes les parties des gènes. Il y a 20 000 gènes, chacun en moyenne 12 exons. Hein, donc c'est 20 000 fois 12. Vous avez tous ces morceaux d'ADN qui sont dans un sac et puis vous tirez l'exon bleu, vous tirez l'exon vert, puis vous remettez, hein, parce qu'en fait, quand vous avez préparé l'ADN, vous n'avez pas préparé l'ADN d'une seule cellule, c'est des millions. Donc, la séquence qui vient de l'exon bleu, elle est des millions de fois. Puis elle est des millions de fois côté allèle maternel, puis des millions de fois allèle paternel. Donc, vous avez votre sac de séquences, vous tirez une séquence, vous séquencez l'exon bleu. Vous tirez encore une autre séquence, vous séquencez l'exon vert. Vous tirez l'exon jaune. Si vous faites ça, pensez à la loterie, les numéros de 1 à 40. À la fin de l'année, est-ce que tous les numéros sont sortis? Est-ce que, si vous avez fait le compte à chaque tirage, les 52 tirages de l'année, et puis la boule 40, elle n'est jamais sortie. Est-ce que vous allez la jouer, la pronostiquer pour l'année suivante? Il y en a qui le font, mais est-ce que c'est juste? Non, pourquoi? Oui. Exactement. Donc, c'est le même problème, c'est qu'on veut séquencer 20 000 endroits, et puis on veut séquencer ces 20 000 endroits beaucoup de fois, mais peut-être qu'on le 20 millième, on ne l'a pas tiré. Hein? Ça, c'est un mot que les ingénieurs ici, ou futurs ingénieurs, vous avez déjà entendu. C'est quoi comme distribution? Je crois que je l'ai entendu. Non. C'est une distribution de poissons. Il y aura des exons que vous n'avez pas assez tirés. OK? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je pense que c'est des probabilités, c'est des stats. C'est pour ça que je vous en parle, comme futur ingénieur. Et ça vous dit quel est finalement le problème. Hein? On sait ce qu'on veut, mais on veut voir tous les endroits, et tous les endroits suffisamment pour être sûr qu'on a vu l'allèle maternel et l'allèle paternel. Ça vous dit aussi que des fois, on va louper quelque chose. Et puis, peut-être que la mutation qui cause la maladie, on ne l'aura pas vue. Simplement parce qu'on n'a pas eu de chance. Hein? Donc, on doit toujours être prêt à revenir en arrière et peut-être séquencer plus ou séquencer tout le génome. Alors, on séquence, on détermine les variants, comment notre patient ou comment vous et moi, on est différents de la référence. Et puis, si on fait ça, on va se retrouver à peu près avec 80 000 variants par individu. OK? Le problème, c'est qu'il y a un seul variant qui cause la maladie. Alors, comment on va pouvoir descendre de ces 80 000 à 1? Ou en tout cas à 3 ou 4? Comment on peut faire ça? Alors, je vais revenir, puis je vous dis, mais je vais vous aider en vous disant, c'est une maladie rare. Oui. Alors oui, mais ça vient plus tard. C'est une maladie rare, donc c'est difficile de trouver un autre. Mais c'est absolument juste. Mais ça vient beaucoup plus tard dans le processus. Parce que cette autre personne,
Il y a 80 000, elle aura aussi 80 000 variants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Oui. Alors, ça aussi, oui. Mais avant les membres de la famille. Si on vous a séquencé vous et moi, alors on n'a clairement pas cette maladie génétique rare. Donc, comme c'est une maladie génétique rare, on se dit, mais le variant qui la cause, il doit être rare. Si je séquence beaucoup de gens sains, je ne devrais jamais le trouver. OK? Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Hein? Et puis, on a la chance, justement, c'est qu'on a une base de données qui s'appelle Nomad, où il y a 750 000 personnes qui ont été séquencées. Et ça, c'est des personnes saines. C'est vous et moi. Donc, si ce variant, il était vu, s'il est dans 1% de ces 750 000, on se dit, c'est pas ça. Et puis, si on fait ça, donc on se dit, ben, voilà, les 80 000, j'enlève ce qui est fréquent dans la population, et puis je suis déjà à plus que 5 000. OK? Comment est-ce que je peux descendre plus loin que ces 5 000 maintenant? Vous l'avez dit. Je reviens vers vous parce que vous l'avez dit. On regarde dans la famille. Et puis on le fait maintenant parce que si on vous séquence, vous et votre famille, il y a des variants, on a dit vous êtes unique, il y a des variants qu'il y a seulement dans votre famille. Ils n'ont jamais été vus, ils ne seront plus jamais vus. Hein, ils sont seulement dans votre famille nucléaire. Hein? Donc on parle de comment ça s'égrège dans la famille. Si le variant il est chez le patient, puis il est aussi chez les parents, ou bien chez la petite sœur saine, on va se dire que ce n'est pas ça. Hein? Et puis du coup, ces quelques milliers, on va encore descendre. Puis on sera à quelques centaines. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Ce qu'on a déjà vu, on l'a enlevé. Ce qu'on a vu chez les parents sains et les frères et sœurs, la fratrie, on enlève aussi. Alors on a une idée de, je vous ai parlé du dogme, l'ADN, l'ARN, et puis l'information pour les protéines que ça code. On sait à peu près quelle est l'information que ça code. Donc on arrive à mesurer l'impact de ces variants. Est-ce que vous vous rappelez de vos classes de gymnase et des acides aminés? Hein? Est-ce qu'ils sont tous les mêmes? Non? Quelles sont les différences? Hein, il y en a des chargés positivement, il y en a des chargés négativement. Imaginez-vous que la mutation, elle change le code. Hein, on dit en codon pour un acide aminé qui est chargé positivement, tout à coup, c'est un acide aminé chargé négativement. C'est un gros impact. Et puis ça vous dira peut-être ce variant, c'est peut-être la cause. Et puis après, on sait beaucoup de choses sur les gènes et sur les protéines qui sont codées par ces gènes. Si vous parlez d'une maladie neurodégénérative, et puis c'est une protéine qui est exprimée seulement dans le muscle, un gène exprimé seulement dans le muscle, la protéine est seulement dans le muscle, même s'il y a une mutation qui semble, c'est un gros impact le variant, ça sera peut-être pas c'est pas le bon candidat. Hein, donc dans votre classification de ceux que je dois regarder en premier, ça va descendre. Hein? Il y a une dernière chose que vous pouvez faire. C'est qu'on n'a pas seulement séquencé le génome humain, on a aussi séquencé des génomes d'autres mammifères, en fait d'autres organismes, mais en particulier ici d'autres mammifères. Hein? Et puis, est-ce qu'on peut utiliser ça? Oui, mais comment? Ou pourquoi? Voilà. Alors, il y a une partie. Si vous comparez le génome humain puis le génome d'un rongeur, ici la souris, qu'est-ce qui va être similaire entre le génome humain et le génome de la souris? Qu'est-ce que l'évolution va empêcher de changer?
Qu'est-ce qui va rester plus ou moins le même? Ce qui n'est pas important ou ce qui est important? Oui, allez-y. Voilà. Tout ce qui est important pour la vie, ça va changer soit pas, soit très peu. Hein? Parce que c'est sous contrainte évolutive. Parce que s'il y a une mutation et que ça tue l'organisme en question, ça ne va pas aller plus loin. Hein? Donc, vous allez pouvoir utiliser l'évolution aussi. Si je reviens à ça, si l'impact des variants, on dit « Ah, celui-là, c'est un gros impact parce que c'était un codon pour un acide aminé positif, chargé positivement, puis maintenant il est négativement. » Mais si, quand vous regardez le génome de la souris, du rat, de l'éléphant, et puis, je ne sais pas, du kangourou, c'est chaque fois à cette même position chargée négativement, qu'est-ce que vous allez conclure? Que peut-être, même malgré cet impact qui semble important, ce n'est peut-être pas si grave. Parce qu'avec une charge négative à cette position-là, la protéine, elle semble fonctionner encore. Hein? Puis tout ça, ça vous permet de passer de ces 80 000 à peut-être 1 ou 2 variants. Mais là, vous avez un autre problème. C'est que j'ai dit, on est tous différents. Puis il y a des variants qu'on n'aura jamais vus avant, qui sont seulement dans votre famille. Ils peuvent être en particulier chez ce patient-là. Et ce n'est pas la cause. Hein, ils n'ont jamais été vus avant, il est arrivé, il y a cette mutation, mais comment? Et puis ça, je crois que c'est vous qui l'avez dit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que c'est bien, en fait, la cause de la maladie? Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle nos collègues. Hein? Et puis, alors on va le faire ensemble. Je vais faire un pas en arrière. Ça, c'est une vraie histoire. C'est un patient italien. Et puis, il a un syndrome. Mais un des traits caractéristiques, c'est, si vous regardez ses os longs, vous voyez que déjà, la fibula, elle est vraiment hypoplastique, elle est toute petite. Et puis, vous voyez que les os longs, ils sont en arc-en-ciel. Hein? C'est un phénotype très particulier. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a regardé, on a séquencé, il est venu avec sa famille, on a séquencé son exome, on a trouvé un variant, puis on pense que celui qui semble prometteur comme variant, c'est un changement dans ce gène, ce n'est pas très important, qui s'appelle AFF3. OK? Et puis là, vous dites, OK, je pense que c'est ça. Ça, c'est le phénotype. Comment je peux être sûr? Et puis c'est là, justement, alors on a un réseau social des généticiens humains qui s'appelle GeneMatcher, où on va mettre ces données. On va dire, j'ai un patient avec les traits et le syndrome qui a ces caractéristiques A, B, C, D. Je pense que la cause, c'est une mutation dans ce gène AFF3. Est-ce que vous en avez aussi? On parle de maladies rares, donc en fait, le deuxième, le troisième, le quatrième patient, ils peuvent être partout dans le monde. Et puis en fait, en faisant ça, là, c'est un vrai cas, on a trouvé 17 nouveaux patients. OK? Donc on a 18 patients qui ont tous des mutations dans ce gène AFF3. Et toutes prédites délétères parce que l'impact, il est important. Puis en fait, toutes les mutations ne sont même pas... Elles n'affectent pas toutes les parties de la protéine, elles affectent seulement un petit morceau de la protéine, cet acide aminé, hein, qui s'appelle ce dégron. Et puis comme le mot l'indique, savoir dégron, dégradation, c'est ce qui contrôle le fait que la protéine qui est codée, elle va être dégradée ou elle va rester. Et puis en fait, ce dégron, c'est cette ligne blanche ici, en fait est reconnue par une autre protéine qui va la signaler pour dégradation et qui va faire qu'elle est dégradée. Et puis toutes les mutations qu'on a trouvées dans ces 18 patients, elles affectent ces 1, 2, puis maintenant il y a un troisième qui est là. Les acides aminés qui sont pratiquement l'un après l'autre, qui tous, en fait, participent à sa reconnaissance par
la protéine qu'il dégrade, c'est une E3 ubiquitin ligase. Hein? Et puis, alors on peut même tester. On peut les regarder, oui. Si vous avez la mutation, si vous n'avez pas la mutation, votre protéine elle est instable. Vous êtes très peu stable quand vous faites une expérience. Si vous avez les mutations, tout à coup, elle devient beaucoup plus stable. Hein? Donc, ça tend à prouver que c'est juste. Donc, on pose que là, le mécanisme, c'est chez vous et moi, AFF3 est produit, puis il est dégradé, hein, puis il fait son job quand il faut, où il faut, tandis que chez les patients, ben, il s'accumule. Hein? Puis en fait, AFF3, pour ne pas causer de problème, il doit être produit à une dose bien précise, et puis à un moment du développement. Et puis pour aller plus loin, parce que si on n'avait pas une deuxième, une troisième, une quatrième famille, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on va dans l'infiniment rare de ces maladies, il y aura une fois, on n'aura qu'une famille. Hein, on parle de médecine de précision. La médecine de précision, ça doit être un individu. Hein, ce sera n égale 1. Mais là, alors, comment on pourrait être sûr? Est-ce qu'il y a une autre route qu'on pourrait utiliser? Elle est complémentaire, hein, d'essayer de trouver d'autres familles. Mais si on n'a pas d'autres familles, oui. Oui? Donc quoi? Où? Comment? Absolument. Donc on va faire un modèle. Hein? Et puis il peut être cellulaire, il peut être animal. Alors là, on a fait justement, si on place la même mutation dans le gène correspondant chez la souris, eh ben, en fait, les os longs de cette souris, ils vont avoir les mêmes caractéristiques que ce qu'on a trouvé chez le patient. Hein? Donc ça, c'est une autre route. Soit on trouve plusieurs familles, plusieurs patients, soit on peut faire un modèle. En général, on fait les deux. Et puis si on a dit, le mécanisme, c'est qu'il y a trop d'AFF3, puis c'est ça qui n'est pas bon, on peut aussi tester ça. Alors cette fois, je vous ai exprès choisi un modèle où on a fait un exemple, plusieurs modèles animaux. On peut, si on surexprime AFF3 dans les poissons zèbres, eh bien, ces poissons zèbres, ils ont un problème de développement. Hein? Prouvons bien que c'est le trop, certainement, qui est le mécanisme de la pathologie. Alors, si on revient en arrière, ben justement, on va pouvoir justement revenir à notre clinicien qui, lui, va pouvoir rapporter ce nouveau syndrome. Et puis surtout, on va le mettre dans la littérature parce que ça va pas aider seulement notre collègue ici à Lausanne, mais ça va aider tous les généticiens qui sont des généticiens cliniciens qui doivent parler à des familles ailleurs dans le monde. Et puis, après, vous allez vous poser, ouais, mais à quoi ça sert? Parce que je vous ai dit qu'il avait des problèmes des os longs, mais il a aussi une déficience intellectuelle, ce garçon. Hein? Puis on n'a pas de vaccin contre ça. Ce n'est pas qu'on va pouvoir avoir une thérapie demain pour faire qu'il va retrouver un quotient intellectuel autour de ça. En fait, par contre, c'est toujours important d'avoir une réponse pour les familles. En fait, les mamans pensent toujours que c'est elles les responsables. Hein, ça, c'est une donnée de base. Et puis, de montrer que là, finalement, c'est le hasard. Hein, c'est qu'il y a une mutation qui est arrivée. Et puis, c'est ça qui est la cause. C'est justement une chose qui est importante pour ces familles. Et puis, savoir pour quel risque. S'il y a un premier enfant avec une pathologie, c'est lourd. Mais pour le planning familial, de savoir est-ce que ça va arriver une deuxième fois si j'ai un deuxième enfant, parce que c'est beaucoup de travail, mais peut-être 2, ce sera beaucoup trop pour notre famille, c'est important de savoir quels sont les risques. OK? Hein, puis des fois, c'est simplement le fait de donner un nom, justement, soulage ces familles. Après, suivi amélioré, c'est que là, c'est une maladie qui n'a jamais été vue. Donc,
on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais petit à petit, on va pouvoir avoir cette maladie. Il faut que ces patients-là, ils doivent être vus par un cardiologue peut-être tous les 6 mois. Un autre doit être vu par un endocrinologue toutes les 2 ans. Et puis cette notion-là de suivi, elle est importante. Et puis elle vient seulement si on a identifié non seulement le syndrome, mais aussi plusieurs patients et qu'on les a suivis. Hein? Et puis après, alors, nous, on a nos réseaux sociaux pour essayer de trouver d'autres familles. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, les familles... Le problème, c'est que si vous êtes parent d'un enfant avec un syndrome qui vient d'être découvert, il n'y a aucun médecin dans le monde qui sait ce qui va se passer. Ceux qui connaissent le mieux ce qui va se passer, c'est les autres parents ailleurs dans le monde. Et en fait, les réseaux sociaux et des traductions spontanées qui vont permettre à ces différentes familles dans le monde d'être en contact et de savoir ce qui va se passer. Je dis, moi j'ai un enfant de 7 ans, comment ça se passe quand il en a 15? Hein, bien sûr, ça je vous l'ai cité, facilité des diagnostics de cas futurs. Et puis en fait, au niveau de la curiosité pure, on aura un autre gène qu'on sait que sa fonction est importante pour la cognition. Hein? Voilà. Et puis on pourrait, puis ça la loi a changé récemment, on a voté là-dessus, on pourrait avoir un diagnostic préimplantatoire pour un deuxième enfant, du moment que la famille a déjà un enfant affecté. OK? Et puis ça, c'est de nouveau important pour un planning familial. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait un peu tous les jours. Peut-être finir par dire ça, c'est qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans maintenant, on arrivait à résoudre seulement des grandes familles avec beaucoup d'individus affectés. Et puis, ça nous prenait entre 2 ou 3 ou 4 ans. Maintenant, si c'est un gène qui est connu, ça peut être fait dans un intensive care unit pédiatrique, ça peut être fait en 48 heures. Voilà où ça a changé. Et pour nous, on peut faire cet exercice avec un patient. On n'a pas besoin d'avoir des grandes familles. On peut avoir, comme là, père, mère et un enfant affecté. Voilà. Ça, c'était pour le pire. On va parler pour le meilleur. Et puis, on va aussi parler de l'histoire de l'humanité. On va essayer de parler d'où on vient. En fait, pour faire le lien, je vais vous dire pourquoi une grande partie de notre population devient obèse. Oui. La nourriture, bien sûr, mais ça ne répond pas tout à... Si, une fois, c'est comme si vous êtes sur l'île déserte, vous n'aurez jamais le sida. Si vous ne mangez pas, vous ne serez jamais obèse. OK? Mais donc ça va un peu plus loin que ça. Oui. Sédentarité. OK. En fait, on dit la même chose, mais en fait, le coût de la calorie n'a jamais été aussi bas. Mais pourquoi on est aussi capable... Pourquoi si on mange, on stocke des calories de manière très efficace finalement? Pourquoi? Oui. Voilà. Puis je vais vous parler de migration humaine. Si vous êtes au temps de Cro-Magnon, la disette, ça devait être sûrement la règle. Et puis par contre, quand tout à coup, vous aviez pris une proie, peut-être qu'il fallait se gaver à ce moment-là. Et puis ceux qui arrivaient à stocker les calories de manière plus efficace, c'est ceux qui ont survécu. Donc on a peut-être été sélectionnés, c'est une hypothèse, mais on a peut-être été sélectionnés, et puis maintenant, c'est un point positif, puis maintenant, c'est un curse, c'est un problème. Et ce qui est le problème, c'est la diminution du coût de la calorie. Tant que la calorie est chère, ce n'est pas grave, parce qu'on ne va pas forcément pouvoir manger trop. Mais vu que la calorie est tellement peu chère, et puis qu'on a été, au cours de notre histoire humaine, sélectionné de cette manière-là, peut-être que maintenant, on en voit les conséquences. Il y a toujours ce côté
Alors, il faut regarder ce qui s'est passé dans l'évolution. Voilà. On va parler de migration, là, pour terminer. Donc, comment, en fait, l'espèce humaine est partout, mais cette population, en fait, ou ce peuplement, il est arrivé à différents moments dans le passé. Et puis, alors pendant longtemps, on a pensé qu'on était, l'espèce humaine était en fait née sur le rift ici. Hein? Et puis après, tu es parti de là. Et puis, c'est certainement vrai, mais il y a c'est pas un bémol, mais il y a une complication, c'est que dernièrement, vous voyez qu'au Maroc, on a trouvé des humains, des ossements qui sont de moins de 300 000. OK? Donc, c'est peut-être pas seulement là que ça s'est passé. C'est peut-être un peu plus complexe. Mais ce n'est pas ce que dont je veux parler maintenant. Mais il y a 200 000 ans, et puis vous voyez, à 100 000 ans, quelques individus sont sortis d'Afrique. Hein? Quelques Homo sapiens sapiens sont sortis d'Afrique. Et puis, donc si vous prenez deux Khoisan, hein, en langage populaire, on dit Bushman, ce qui est totalement faux, mais c'est des Khoisan. Et puis, si vous séquencez leur génome, OK? Puis vous pensez qu'il y a 100 000 ans, il y a quelques individus qui sont sortis d'Afrique. Et puis, il y en a qui ont tourné vers l'ouest, puis il y en a qui ont tourné vers l'est. OK? Hein? Alors, c'est vous. Hein? Et puis, c'est une geisha. Si vous séquencez maintenant le génome des trois appenzellois, on va en faire un. Et puis la geisha, qu'est-ce que vous allez observer? Comment déjà on sait qu'on est sorti d'Afrique? Que l'espèce humaine, alors on peut dire, je reviens vers vous, hein, excusez-moi. Il y a les dates, hein, quand on trouve des restes, mais après il y a une preuve génétique. Je vous écoute. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe si vous séquencez Khoisan, le premier Khoisan, le deuxième Khoisan, la geisha et puis l'appenzellois? Je reviens à ma question. Qui est différent, qui est similaire? Oui. Khoisan. Alors, pas tout à fait. Qu'est-ce qui se passe quand les gens sortent d'Afrique? Au niveau génétique, au niveau de la diversité génétique. Oui. OK. Vous êtes sur la bonne voie. Alors là, voilà. L'important, là, c'est la base plus réduite. Là, il y a un goulot. Il n'y a pas non seulement un goulot géographique, il faut passer le Sinaï, mais il y a un goulot génétique. Si les humains modernes sont nés en Afrique, il y a 300 ou 400 000 ans, à chaque génération, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, vous avez reçu un chromosome paternel 1 puis un chromosome maternel 1. Est-ce qu'ils vous l'ont donné? Est-ce qu'il est parfait? Alors bien sûr, il est parfait, mais c'est une image. Est-ce qu'il a pu être altéré d'une manière ou d'une autre? Oui, parce que quand ils l'ont recopié, il y a des erreurs qui sont faites. Beaucoup de ces erreurs, elles sont recorrigées, mais pas toutes. Hein? On accumule, alors les hommes dans cette salle accumulent à peu près 1,5 mutations pour la génération suivante chaque année. Hein? Donc, plus les pères sont vieux, plus le risque augmente pour la génération. Ils donnent une mutation ennemie supplémentaire chaque année à la génération suivante. Ce n'est pas, mesdames, c'est 0, mais c'est 5 à 6 fois moins. OK? Donc, si
l'humanité est née ici il y a 400 000 ans. Chaque 15 ans, peut-être 20 ans, il y a une génération. Et chaque fois, qu'est-ce que ça fait? Il y a des nouveaux variants qui sont apparus. OK? Donc la diversité génétique en Afrique, elle sera monstrueuse. Par contre, les trois pelés, les quelques-uns qui sont sortis d'Afrique, ils avaient seulement un allèle maternel et un allèle paternel. Et ils sont très peu. Et puis après, il commence des nouvelles générations où il y aura de la diversité qui est recréée. Donc si vous comparez le génome de deux Khoisan qui vivent dans le désert du Kalahari à quelques kilomètres de distance, génétiquement, ils sont plus distants entre eux que le génome de la geisha et le génome de la penzellois. Alors ça vous prouve qu'on est né en Afrique. Et puis qu'il y a très peu de gens qui sont sortis. Hein? Parce que même si la population est plus grande en Eurasie, même si elle l'était, hein, on n'arrive pas à rattraper ce nombre de générations qui ont créé des nouvelles variants, des nouvelles mutations. OK? Alors, on est à Géopolis, donc on est au SSP. Alors ça veut aussi dire que la notion de race, elle n'a aucune base biologique. Hein? On se dit, oh, mais ils sont les mêmes. Mais génétiquement, ils ne le sont pas. Et puis si on veut vraiment avoir une bonne idée de la variation génétique mondiale, il ne faut pas s'arrêter à l'Europe, il ne faut pas s'arrêter à l'Asie, il faut vraiment aller aussi en Afrique. OK? Et ça, c'est la preuve génétique, justement, que l'espèce humaine est née en Afrique. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand ces quelques individus sont sortis d'Afrique, ils ont rencontré d'autres hominidés. Hein? La zone ici en jaune, hein, c'est la zone qui est occupée par l'homme de Néandertal. Hein? Alors, il a des traits qu'on arrive à reconnaître, mais si vous l'habillez, vous le rasez dans une population, vous n'allez pas forcément le reconnaître. Hein? Malgré toutes les iconographies particulières qu'on a pu utiliser. Hein? Et puis, hein, c'est un prix Nobel qui est finalement très récent, hein, 2022. Svante Pääbo a reçu le prix Nobel parce qu'il a commencé à être capable de séquencer, en fait, pas l'ADN de vous et moi, ou de la souris de laboratoire, mais séquencer des ADN anciens, en fait, issus de fossiles. OK? Et c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel. Parce qu'il y a une question qui nous a toujours taraudé, c'est que quand quelques Homo sapiens sont sortis d'Afrique, ils sont partis à l'ouest ou sont partis à l'est, ils ont rencontré Néandertal. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que c'est la guerre du feu? Il y en a une des tribus qui a tué complètement l'autre. Est-ce qu'ils se sont mariés? Est-ce qu'ils se sont évités? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ouais, alors, on est dans la théorie. Hein? On sait que c'était des plus petits clans, a priori, mais ce n'est pas ma question. Alors, est-ce qu'ils ont la vraie question, c'est est-ce qu'ils ont fait des enfants ensemble? Hein? Comment, maintenant, avec ce que vous savez, comment on peut savoir s'ils ont fait des enfants ensemble? Grâce à Svante, on connaît le génome d'un Néandertal. Et puis, rappelez-vous, on a séquencé les Khoisan, on a séquencé les Appenzellois, puis on a séquencé les Geishas. Comment est-ce qu'on peut savoir si, justement, ils ont ou ils n'ont pas fait des bébés ensemble? Oui. Dites-moi. Si on ne compare pas justement les 4, mais les 5, hein, on va se rendre compte qu'il y a des allèles, des mutants, des variants qu'il y a seulement chez Néandertal, qu'il n'y a jamais ici, qu'il n'y a jamais en Afrique,
Par contre, ils sont présents à faible quantité en Asie et à faible quantité en Europe. Hein? On parle de admixture, de introgression. Hein? Ça veut dire que les Européens et les Asiatiques, on est des hybrides. Hein? Et puis on est des hybrides à quelques pourcents. Parce qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup de mariages, entre guillemets mariages, avec des hommes ou des femmes de Néandertal, mais il y en a eu quelques-uns. Et puis ça, on arrive à le lire, en fait, dans notre génome. Parce qu'on a des allèles, des variants qui sont néandertaliens, et chacun d'entre nous, si on n'est pas d'Afrique, bien sûr, si on est d'Asie ou d'Europe, on aura quelques pourcentages de notre génome, et puis ce n'est pas forcément pour tous le même qui vient d'un ancêtre qui était un homme de Néandertal ou une femme de Néandertal. Les choses viennent encore plus rigolotes, c'est que toutes les théories, en fait, de paléanthropologie, elles ont souvent été faites, je reviens à ça, elles ont souvent été faites sur des restes, hein, sur des fossiles. Parfois, les grandes théories sont faites sur une demi-mâchoire avec seulement une ou deux dents qui restent. Hein? Mais où la génétique a aidé, c'est qu'en séquençant des restes qui viennent d'une... Alors, Néandertal, c'est un Néandertal, c'est la vallée d'un Néander. Il y a une autre population, ça c'est une caverne, une grotte qui s'appelle Denisova. Vous voyez, elle est dans les montagnes de l'Altaï. Et puis là, en fait, un os d'une phalange, un petit os d'une phalange qui avait été d'abord classifié comme venant d'un ours des cavernes. En fait, quand ils ont séquencé le génome de ce fragment, ils se sont rendus compte que c'est pas Néandertal, c'est pas Homo sapiens sapiens, c'est une troisième espèce d'hominidé. Et puis on l'a appelé justement de manière comme Néandertal, on les appelle les Denisoviens. Hein, c'est Denisova. Et puis, donc on sait qu'en même temps, ou dans la même période, il n'y avait pas Homo sapiens sapiens, Néandertal, mais il y avait aussi Denisova. Et puis de la même manière, on peut se dire, mais est-ce qu'on l'a rencontré? Est-ce que les Homo sapiens sapiens sont sortis d'Afrique, l'ont rencontré? Et puis est-ce qu'ils ont eu des bébés avec certains membres de la population Denisova? Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, la réponse est différente de celle d'avant. C'est que, alors clairement, mon Khoisan, il n'a pas d'allèles qui viennent de Denisova, hein, parce qu'il n'est jamais sorti d'Afrique. Mais la geisha et la penzelwa non plus. Alors peut-être qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Mais si vous allez plus loin, et puis vous regardez le génome des aborigènes australiens ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, eux, ils ont 1% de génome d'allèles qui viennent de Denisova. Alors, ce qu'on pense qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu forcément qu'une sortie d'Afrique, il y en a peut-être eu plusieurs, hein, et peut-être que la route n'a pas été toujours la même, ou même si la route a été la même, il suffit qu'il y ait quelques dizaines de milliers d'années pour que Denisova n'existe plus et ait disparu entre-temps. Et donc, c'est la première vague qui est allée jusqu'en Australie qui l'a rencontré, qui s'est introgressée avec Denisova, et puis pas des vagues ultérieures qui ont tourné vers l'ouest, puis qui ont tourné vers l'est, et qui occupent maintenant, en fait, là, le Japon, les Han en Chine, et différentes populations européennes. Alors voilà, c'est là où l'intérêt de savoir séquencer, de savoir lire un génome, de savoir aussi séquencer des génomes anciens, nous apprennent seulement des choses sur peut-être la médecine, hein, mais on parle de médecine de précision, hein, ou santé de précision, et puis aussi sur peut-être d'où on vient, et en fait prouvant, alors noir sur blanc, que même si les dates des fossiles disent qu'on venait d'Afrique, prouvent génétiquement effectivement on vient, ou la lignée humaine vient d'Afrique. Voilà, merci beaucoup.
suis à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques, bien sûr. Michel. Alors, il y a- en tout cas, pour les Denisova et Néandertal, ça ne s'est pas passé. Le fait, c'est que c'est plus difficile, c'est plus facile de voir une absence que. Parce qu'on regarde si c'est. On regarde le nombre d'allèles qu'il y a dans Néandertal, qu'on retrouve chez mon helvète là, et puis chez les Khoisan. Et puis ceux qu'on retrouve là, on ne sait pas s'ils sont allés comme ça ou s'ils sont sortis puis re-rentrés. Et puis ça, on n'arrive pas à faire la différence. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que l'exemple, alors où on est sûr qu'il ne s'est pas revenu en arrière, c'est qu'ici, il y avait un pont qui tout à coup était brisé par la montée des eaux. Donc les aborigènes, la vague aborigènes sont arrivés jusqu'en Australie, mais après, ils ne pouvaient plus retourner en arrière. Donc les allèles de la même manière, Denisova, les allèles, ils auraient pu revenir en arrière, ils n'ont jamais pu revenir en arrière. Donc, voilà. C'est difficile de voir, en fait, si des allèles sont repartis dans l'autre sens. Oui. Oui. Alors, le génome de référence, il a été fait de manière... Il y a une lettre c'est paru dans la presse aux États-Unis, et puis des gens se sont portés volontaires. OK? Et puis, à l'époque, c'était plus compliqué de séquencer un génome, donc on a préparé l'ADN de ces personnes, et puis on en a fait des librairies, on en a fait des blocs qu'on arrive à cloner, à reproduire. OK? Imaginez-vous cette encyclopédie séparée en chapitres. Et puis chaque chapitre, on arrivait à le multiplier, à le photocopier. OK? Et puis, ces clones, ils sont partis de différentes régions du monde. Et puis, on a dit, la France, vous séquencez le chromosome 2. Les États-Unis font le 1, le 5, le 6. Et puis, donc, c'est 7 ou 8 individus. Mais à chaque endroit, c'est un seul individu qui a été séquencé. Peut-être c'est vous sur le chromosome 1, puis c'est moi sur le chromosome 2. Voilà. On sait que ces personnes sont saines, mais donc c'est un exemple de personne humaine. Et puis, c'est vous dire que cette personne, elle est unique aussi, à cet endroit-là peut-être. Mais par contre, en alignant, puis en comparant d'autres, on sait où elle est unique aussi. Et puis comme ça, on a quand même un point de référence. D'accord? Donc là, on est en train de se poser la question, parce qu'on séquence beaucoup de génomes. Peut-être qu'au lieu d'avoir une référence, il faudra avoir une référence par pays ou par région. Je dis, si l'Afrique est beaucoup plus diverse que nous génétiquement, peut-être que si vous travaillez en Afrique du Sud, il faut prendre comme référence un génome sud-africain. Et puis vous alignez un génome. Parce que chaque fois qu'il y a une différence, votre alignement, votre algorithme qui aligne, il a une difficulté. C'est plus difficile d'aligner des séquences. Donc on est en train de se dire, est-ce qu'il faut une référence qui soit justement ce qu'on appelle, on peut corriger des séquences. Alors nous, on le fait. On corrige la référence de manière locale. Mais c'est quand même bien d'avoir toujours un point de référence. Oui. Alors, par exemple, si une femme, on a des familles avec des enfants, en fait, c'est des familles consanguines qu'on recrute au Pakistan.
c'est clair que la référence, qui est une référence nord-américaine, blanc nord-américain, c'est pas le mieux parce qu'il y a des variants qui existent qu'au Pakistan, en fait, ou dans le sous-continent indien. Donc, c'est bien d'aligner un génome sous-continent indien. C'est comme ça qu'on le corrige. Parce qu'on dit, ah ben, si je reviens, là, on sait que si vous êtes dans le sous-continent indien, il n'y a pas un C, mais en général, il y a un A. Alors, on va le mettre dans la référence. Puis comme ça, quand on aligne, il n'y aura pas cette différence parce qu'on sait que ça ne va pas nous être utile parce que c'est quelque chose qui est très fréquent dans le sous-continent indien ou en particulier au Pakistan. Oui. Oui. Alors, nous on appelle ça, c'est pas forcément dans le même gène. Hein, j'ai parlé là, pour le cas avec mon patient italien avec des mutations dans FF3, c'est une maladie monogénique. C'est une mutation que dans un seul gène. Hein, la mucoviscidose, c'est la même chose. Puis après, je vous ai dit diabète type 2. Pour le diabète type 2, c'est plein de variants qui vont s'accumuler, qui vont faire que vous êtes à risque. Et puis vous êtes, en fait, entre deux, on parle de oligogénique. Il faut une première mutation dans un gène A, puis une deuxième mutation dans un gène B pour que vous ayez la pathologie. Alors ça, on arrive à le faire, mais c'est une question de puissance statistique. C'est plus difficile de trouver 2 patients, 3, 4, 5, que si c'est une seule mutation, parce qu'il faut les 2 événements. Mais ça arrive. Mais c'est juste, encore une fois, c'est juste une question de puissance statistique. Oui. Bien sûr. 50% des temps, on ne trouve rien. Alors, pourquoi on ne trouve rien? Alors, j'ai déjà dit, peut-être qu'on n'a pas... Il y a des exons. Alors, l'exemple type, c'est quand un séquenceur d'exomes a été inventé, le premier syndrome qu'ils ont essayé de trouver, c'est un syndrome qui s'appelle Kabuki. Parce que les patients, ils ont la face, ils ont les traits les yeux bridés, et puis il a une bouche toute petite qui ressemble au théâtre Kabuki japonais. Donc, c'est le nom du syndrome. Puis en fait, ce gène-là n'était pas annoté. Donc, c'est un gène qu'ils n'ont pas séquencé. Donc, ils n'ont pas regardé où il fallait. Hein? Donc, pour revenir, il faut avoir la bonne annotation, il faut séquencer suffisamment. Et puis après, je vous ai dit, mais en général, on regarde dans les gènes. Puis on regarde dans les gènes parce qu'on dit que ça, c'est le usual suspect. C'est là où il y a le plus de chances dans les mutations, mais c'est vrai dans 80% des cas. Donc, peut-être qu'il faut regarder dans tout le reste du génome. Le problème, c'est que c'est plus cher et surtout, c'est plus difficile à comprendre ce que ça veut dire. Si vous avez un codon, encore une fois, qui codait pour un acide aminé chargé positivement puis qui est changé négativement, on comprend ce que ça veut dire. Si c'est dans une région où il n'y a pas de gène, loin des gènes, dans une région répétée, on ne sait pas ce que ça veut dire. On a la peine à mesurer l'importance du changement. Et c'est pour ça que pour l'instant, en fait, on va où on pense qu'on va trouver, mais on doit toujours être capable de revenir en arrière. Et encore une fois, 50% du temps, on ne trouve pas. Parce qu'encore, on ne regarde pas le génome. Et il y a des endroits, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, je vous ai dit que le premier génome a été séquencé en 2001, mais maintenant, c'est en 2023, ça fait 2022, pardon. C'est la première fois qu'il y a un génome vraiment qui est complet, qui va du télomère to télomère. On a vraiment la séquence de tous les chromosomes du début à la fin. Parce que les régions répétées, c'est très difficile c'est facile de les séquencer, c'est difficile de les placer au bon endroit. Parce qu'une répétition ressemble à une répétition. Et puis ça, c'est juste, on commence à être capable de voir ça. Donc c'est pour ça que souvent, on n'a pas la réponse pour l'instant. En fait, on n'arrive pas à comprendre.
Alors, oui. Hein, maintenant, vous avez entendu certainement parler des ciseaux ADN. Hein. Le problème, c'est que déjà, il y a peut-être des pathologies où il y a un point de non-retour. Hein. On a atteint un point de non. Si vous avez un muscle qui est totalement dégénéré, vous pouvez pas, il ne va pas pouvoir tout à coup se retrouver être sain. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que là, je vous ai parlé d'AFF3 où la dose est importante. Donc il faut être sûr que si vous faites le changement, il faut que la dose soit juste, puis qu'elle soit au bon moment. Donc ça, mais sur le principe, et puis maintenant, il y a des choses qui arrivent, surtout pour la vision. Hein, chez des personnes aveugles, il y a certaines des pathologies. Ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre leurs cellules, corriger, mettre en culture ces cellules, corriger, et puis les remettre. Et puis l'œil, justement, n'a pas d'autre contact. C'est pas qu'il va aller, ce gène va être exprimé ailleurs alors qu'il ne devrait pas l'être. Parce que c'est une zone fermée. Hein. Donc oui, ça arrive en fait sur le marché, mais on est encore dans des cas de niche. Hein. Il faut surtout comprendre, en tout cas, moi, pourquoi on travaille sur des maladies monogéniques rares, c'est qu'en fait, pour moi, c'est une fenêtre pour comprendre les autres pathologies qui sont fréquentes. Hein. On est dans les cas extrêmes d'une pathologie qui est peut-être moins sévère, mais qui est de la même famille. Merci beaucoup. Bonne soirée.